Fenêtre ouverte sur le Talmud. Une série d'émissions proposées par le rabbin Michel Guggenheim et présentée par Olivier Gulan. Réalisation technique Richard Hanou. Une série produite avec le concours de la Fondation Doron. Monsieur le rabbin Guggenheim, bonjour. Bonjour. Alors, la semaine dernière, nous avons parlé de l'élaboration de la Mishnah, de sa fixation par Rabbi Yehuda Hanassi, mais cette Mishnah est donc fixée, qui va donc être écrite, cette loi orale écrite, en quelque sorte, eh bien, va donner lieu à de nouvelles discussions, à de nouveaux débats, va poser un certain nombre de problèmes. Oui, comme nous le disions la dernière fois, l'étude de la Torah va connaître une nouvelle couleur, une nouvelle méthode, un nouvel aspect. Auparavant, le travail ce sur quoi on travaillait, le matériau de travail, c'était la Torah elle-même, la Torah écrite, et puis le message oral qu'on confrontait. On rappelle que nous sommes dans les premiers siècles de l'ère chrétienne. Absolument. Et donc, à partir de ce moment-là, puisque Rabbi Yehuda Hanassi nous a donné maintenant une Mishnah, eh bien, c'est cette Mishnah qui va être l'objet de l'étude principale. Il va s'avérer très vite que, peut-être parce que toujours à cause de l'exil et des persécutions, on a vite oublié l'intention première de l'auteur, et que de très nombreux passages de la Mishnah vont devenir obscurs, et en tout cas vont demander à être interprétés. Et il va falloir parfois même débattre, il y aura des différentes interprétations. On va éplucher le texte de la Mishnah, on va essayer d'en scruter chaque terme et essayer de retrouver toutes les significations qu'il y avait. Et il va se passer un peu le même phénomène qu'il y avait eu auparavant. Il va de nouveau y avoir un éclatement de commentaires sur la Mishnah, parfois avec un contenu identique et des formulations différentes, et parfois même avec des contenus différents. Et pour bien marquer dans la différence entre les rabbins de l'époque de la Mishnah, enfin les rabbins antérieurs à la Mishnah et qui en fait sont les personnages de la Mishnah, et puis les autres rabbins qui suivent après, on les appelle autrement. On va les appeler des Amoraïm. Et Amora en araméen signifie commentateur. Ce sont des commentateurs par excellence de la Mishnah. Et Gemara? Gemara signifie apprendre ou bien complément. Il y a deux étymologies possibles, ou bien c'est donc une sorte de finition, de complément de la Mishnah, ou bien c'est une fois encore l'étude, l'appréhension des problèmes. Alors il faut rappeler tout de même que tout cela se passe après le désastre de 70 après Jésus-Christ, et donc il y a un second exil à Babylone. Voilà, il y avait toujours eu depuis Nabuchodonosor un établissement d'une population juive en Babylonie. Mais après la destruction du second temple, il y a certainement un nouvel apport d'une population juive en Babylonie, et il y a très vite une yeshiva qui ressort, c'est la yeshiva de Nahardea. Et donc, à partir de ce moment-là, il va y avoir en fait le judaïsme sur le plan spirituel va connaître deux centres différents. Il y aura Israël, avec les Juifs qui sont restés sur place, et puis il y aura la Babylonie. Et parmi les élèves de Rabbi Yehuda Hanassi, il va y avoir trois personnages très importants. Un s'appelle Rabbi Yochanan Napra, ou Ben Napacha, et Rabbi Yochanan habitera en Israël, s'appellera à Tibériade, je crois, et c'est lui qui est donc le premier Amora, c'est qui incarne la première génération des Amoraïm en Eretz Israël. Et deux autres de ses collègues sont des Babyloniens, ils ont étudié en Israël chez Rabbi Yehuda Hanassi, mais ils reviennent après en Israël. L'un s'appelle Rav, et l'autre s'appelle Shmuel. Rav, c'est pas son nom, Rav c'est un titre, en fait il s'appelait Rabbi Abba, mais il était une figure tellement populaire qu'on l'appelait Rav. Vous savez que lorsque il y a quelqu'un il y a plusieurs rabbins, mais lorsqu'on a son rabbin, alors on l'appelle le Rav, tout simplement. Alors il faut dire qu'en général, en Babylonie, on les appelait Rav, et en Eretz Israël, Rabbi. Savez-vous pourquoi? Parce que, d'après moi, je me trompe peut-être, mais d'après moi, Rav, c'est plutôt de l'araméen, non? Ah, c'est absolument pas ça. Il y a une signification très technique à cela. C'est que Rabbi
a reçu une smicha, c'est-à-dire un droit de professer, ou plutôt de dire la loi, plus important que le Rav. Rabbi a le droit de juger certaines affaires, les affaires de pénalité, qu'on appelle knas, que le Rav n'a pas le droit. En Chutz Laaretz, on ne jugeait pas les affaires de Knas, c'est-à-dire hors d'Israël, on ne jugeait pas les affaires de Knas. Donc tous les rabbanim qui vont se retrouver en Chutz Laaretz n'auront pas droit à la particule Rabbi, au titre de Rabbi, mais seulement à celui de Rav. Et alors Shemuel... Et puis il y a un titre encore supérieur, encore plus honorifique, qui n'a été réservé qu'à quelques grands rabbins, c'est le titre de Rabban, avec les fameux Rabban Gabriel, Rabban Shimon et Gamliel. Et pour revenir à Shmuel, Shmuel n'a pas le titre de Rav. Ceci fait partie d'une anecdote. La Gemara nous raconte qu'à plusieurs reprises, Rabbi Yehuda Hanassi avait voulu lui donner la smicha, et chaque fois, il y a eu quelque chose qui a fait que, un contretemps fâcheux, qui a fait qu'il ne l'a pas eu. Donc c'était quand même une autorité de très grande importance, mais il n'a jamais eu droit au titre de Rav. On l'appelle familièrement simplement Shmuel. Et pour raconter comment les choses se sont passées, Shmuel était rentré en Babylonie bien avant Rav, et donc Shmuel habitait Nardéa, et c'était lui qui était le Rosh Yeshiva de Nardéa. Quand Rav est venu, Rav était supérieur en autorité hiérarchiquement à Shmuel, et il aurait donc dû lui prendre sa place à Nardéa. Mais comme il ne voulait pas faire cette injure à Shmuel, pour qui il avait beaucoup d'affection, il a dit reste à ta place, et moi j'ouvrirai une nouvelle yeshiva. Et il a ouvert un autre centre, ça a été la yeshiva de Soura. Donc vous aviez Rav qui était à Soura, et Shmuel à Nardéa. Ensuite, Rav avait un élève très connu qui s'appelait Rav Yehuda ben Yecheskel, qui, lorsque Rav est mort, est venu étudier chez Shmuel. Et dans la Gemara, on dit toujours, Rav Yehuda dit au nom de Rav, et ensuite il dit, quand j'ai rapporté cela à Shmuel, Shmuel m'a dit que, etc. Et après, quand il est devenu autonome, il a fondé lui aussi sa yeshiva, qui fut celle de Pumbedita. Et ainsi, vous avez les trois centres qui, pendant plusieurs siècles, ont été les grands centres d'études en Babylonie. C'était Soura, Nardéa et Pumbedita. Alors, tout cela se passe en Babylonie, mais bon, il faut rappeler qu'au même moment, il y a un certain nombre de grands rabbins, donc, qui étudient la Mishnah en Israël. Oui, et dont Rabbi Yochanan, ses élèves, et les élèves de leurs élèves. Et alors, ça se passe dans quelle ville ? Donc il y a un certain nombre de centres en Israël, mais il semble bien que ce soit Tibériade qui soit à ce moment-là une des villes les plus peuplées sur le plan spirituel. Et alors il va y avoir dans les deux pays, dans les deux centres spirituels, nécessité va se faire sentir de codifier un peu, de mettre un peu d'ordre dans tous ces éclatements d'études et de discussions qu'il y a eu. Et c'est ça qui va donner en fait le Talmud. Est-ce qu'il y avait, avant de parler de l'élaboration de la Gemara par écrit, du Talmud, est-ce qu'il y avait des contacts très fréquents entre ces différentes écoles ? Oui, très, très clairement, le Talmud s'en fait l'écho de manière permanente. Vous savez qu'il est écrit dans les textes « Eve golé limkom Torah », que si on veut étudier la Torah, on a tout intérêt à quitter son pays, parce que quand on est chez soi, on a quantité de choses qui peuvent vous perturber, vous solliciter. Quand on n'est pas là, on n'est pas là. Et donc l'habitude était que les élèves d'Israël allaient se former en Babylonie, et inversement, les Babyloniens allaient souvent en Israël. Donc les échanges étaient très fréquents, et on pouvait confronter ainsi les études. Dans le Talmud, par exemple, ce qui est frappant, c'est que dans le Talmud babylonien, on dit toujours « à l'ouest on dit ». Et quand on dit à l'ouest, on dit, il s'agit d'Israël. Et dans le Talmud de Jérusalem, il y a écrit à l'est, on dit, et il s'agit des Babyloniens qui s'expriment. Est-ce que, encore une parenthèse, est-ce que ces différents rabbins dans ces grandes écoles avaient des contacts également avec le monde extérieur ? Il y avait un contact avec politique. Le monde non juif. Puisque c'est déjà, c'est l'époque des débuts du christianisme, c'est encore une époque païenne dans une très grande partie du monde. Ils étaient exilés, en tout cas, aussi bien en fait, ceux qui étaient en Israël étaient sous domination romaine et avaient à subir les persécutions. Et ceux qui étaient en Babylonie, étaient sous domination babylonienne, n'étaient pas plus heureux. Est-ce que par exemple, c'est une question que l'on peut se poser, est-ce que par exemple les rabbins qui étudiaient en Babylonie, est-ce qu'ils étaient influencés par le monde extérieur babylonien ?
influencé. Ou est-ce qu'on peut dire qu'ils vivaient véritablement en circuit fermé, y compris du point de vue intellectuel, spirituel? On voit, le Talmud se fait l'écho de discussions entre des sages de la Gemara et des sages non juifs, et parfois même des amis. On dit que Shmuel avait un ami qui était magicien, par exemple, et ils discutaient ensemble. Donc il y avait certainement des débats ouverts, mais dire qu'ils étaient influencés, il y a peu de chances qu'ils aient été influencés sur le plan spirituel, tant était forte leur personnalité. Bien, en tout cas, l'ensemble de ces discussions vont donner finalement deux Talmuds, le Talmud de Babylone et puis le Talmud de Jérusalem. Nous allons en parler dans un instant. Slime de Yabinyon, boy rayoy no beginyon. Slime de Yabinyon, boy rayoy no beginyon. Slime de Yabinyon, boy rayoy no beginyon. Slime de Yabinyon. Alors Michel Guggenheim, nous en venons maintenant à la fixation, à la mise par écrit de la Guémara, donc de l'ensemble de ces discussions dont nous venons de parler, de ces discussions qui avaient lieu dans des écoles talmudiques déjà, des grandes écoles talmudiques à Babylone, en Babylonie et puis en Eretz Israël, essentiellement à Tibériade. Cette fixation s'effectue comment? J'imagine que ce n'est pas aussi facile que pour la Mishnah, puisque finalement les discussions vont être beaucoup plus longues. Et puis, bon, il faut rappeler que lorsque l'on ouvre une page du Talmud, on voit bien que la Guémara, c'est beaucoup plus long que la Mishnah. Oui. Alors, il faut faire une différence entre le Talmud de Jérusalem et le Talmud de Babylone, à beaucoup d'aspects d'ailleurs. D'abord, le Talmud de Jérusalem a été terminé beaucoup plus tôt que le Talmud de Babylone. Mais on a aussi beaucoup moins d'informations que sur le Talmud de Babylone. C'est d'ailleurs le Talmud de Jérusalem est beaucoup moins étudié également. On peut dire qu'il est rédigé dans une langue araméenne, mais une langue plus difficile et plus concise, très ramassée, que le Talmud de Babylone. En tout cas, il a été... Qui est rédigé lui aussi en araméen, mais dans un araméen plus facile. Plus facile, et puis ensuite, le Talmud de Babylone a bénéficié de commentaires dont Rashi, par exemple, et d'autres commentateurs qui ont permis un accès beaucoup plus aisé que le Talmud de Jérusalem. On peut rappeler à ce sujet, puisque nous parlons de la Mishnah et de la Guémara, il faut rappeler que la Mishnah a été écrite, par contre, non pas en araméen, bien sûr, puisqu'elle a été élaborée en Eretz Israël, elle a été écrite en hébreu, mais dans un hébreu qui est déjà différent
de l'hébreu biblique et qui est très compréhensible. Oui, c'est très, il se rapproche beaucoup de l'ivrite tel qu'il est parlé aujourd'hui, de l'hébreu tel qu'il est parlé aujourd'hui en Israël. Oui, et c'est tout à fait normal puisque les personnes qui ont écrit la Mishnah, qui ont participé à l'expression de la Mishnah étaient en Eretz Israël, se sont exprimées dans leur langue qui était celle C'était des Israéliens. C'était des Israéliens, c'est exact. Donc, pour revenir au Talmud de Jérusalem, les bases du Talmud ont déjà été mises par Rabbi Yochanan, donc dès le début, et on admet que c'est donc à l'époque, vers 279 déjà, que les bases du Talmud de Jérusalem ont été données. Ce n'était pas le cas pour le Talmud de Babylone. Nous avions parlé déjà de Rav Yehuda. Il a eu ensuite un autre élève, ou de plusieurs élèves, dont Rabba et Rav Yosef, qui étaient très connus. Rabba étant d'ailleurs plus connu pour sa mémoire, et ce qu'on appelle la Bekiout, c'est-à-dire il connaissait tout par cœur. Alors que excusez-moi, c'est le contraire. Rav Yosef on l'appelle Marechitaya, celui qui avait le sac de blé, qui possédait le blé, il possédait la Torah entière, alors qu'on disait de Rabba qu'il était Oker Harim. L'un était Sinaï, l'un était le mont Sinaï, et l'autre était celui qui peut déraciner les montagnes. C'est-à-dire l'un avait la science et l'autre avait l'esprit le plus affûté. Oui, enfin, l'esprit est extrêmement aiguisé. Ça a toujours été deux aspects dans celui qui étudie la Torah ou le Talmud. Il y a toujours on fait la différence entre celui qui possède les connaissances, qui est très érudit, et il y a celui qui arrive avec un esprit particulièrement affûté, brillant, à faire sortir des nouvelles choses. Leurs élèves étaient Abaye et Rava, dont le Talmud se fait très souvent l'écho des débats qui les ont opposés, et ensuite leur élève a été Ravashi. Et Ravashi est celui qui donc a entrepris de mettre sur pied donc ce travail colossal d'unification de toutes les écoles qui avaient foisonné pendant toutes ces périodes-là, et donc de ce travail d'explication de la Mishnah, de la confrontation avec les autres textes analytiques dont nous n'avions pas parlé encore, qui n'avaient pas été retenus par Rabbi Yehuda Anassi, qui n'étaient pas entrés dans le canon de la Mishnah, qu'on a appelé Beraitot pour ce fait, c'est-à-dire qui sont restés à l'extérieur, mais qui ont néanmoins une valeur très importante, la confrontation de tous ces textes, et donc d'une manière générale, essayer de réunir, de résumer la masse des connaissances qui avaient été produites durant tous ces siècles de façon relativement cohérente, et de manière à fixer aussi un tant soit peu une certaine norme sur le plan de la halakha. Est-ce que Ravashi a procédé comme Rabbi Yehuda Anassi? Est-ce qu'il a réuni un certain nombre de grands rabbins Oui, il a institué ce qu'on a appelé les Yachekala, dont aujourd'hui encore en Israël il y a une certaine tentative de reprendre cet usage qui consistait 2 fois par an à réunir dans un seul endroit, dans une yeshiva, tous les spécialistes des questions, et pour voir justement, pour s'atteler à ce travail de recherche, ce travail de fixation du texte. Mais vous voulez dire que Ravashi a lui-même compilé l'ensemble de ces discussions, c'est-à-dire tout ce que l'on trouve aujourd'hui dans la Gemara? Parce que ça représente quand même, encore une fois, des centaines de milliers de mots. Il est certain que la plus grosse partie a été faite, la principale structure a été faite par Ravashi, mais il a été son travail a été, si vous voulez, fignolé, encore enjolivé par un certain nombre de ses successeurs, et Rav Shri Ragaon, dont je suis en train en fait que je cite constamment, termine ainsi son exposé en disant: le mercredi 13 Kislev de l'année 811, il s'agit d'un compute qui n'est pas le compute de l'ère chrétienne évidemment, c'est le compute des Séleucides, mais qui correspond à la fin 499 de notre ère. C'est à ce moment-là que mourut Rabbana Avina, fils de Ravuna, c'est-à-dire Ravina. Et c'est là la fin de la décision. Donc c'est exactement ce moment précis qui détermine la fin de cet ouvrage qu'on appelle le Talmud. Est-ce que Ravashi a tenu compte de ce qu'il y avait déjà dans le Talmud de Jérusalem, d'Israël, qui avait donc été fixé quelques siècles auparavant? Non, le Talmud de Babylone ne se réfère jamais en tant que tel au Talmud de Jérusalem.
Qu'est-ce qui se passe s'il y a contradiction entre les deux Talmuds? Vous parlez là sur le plan déjà de la fixation de la loi, il y a un certain nombre de règles qui sont très clairement établies, et c'est toujours le Talmud de Babylone qui l'emporte sur le Talmud de Jérusalem. Alors c'est donc une raison supplémentaire de l'étudier en priorité. Ah oui, d'ailleurs, de manière générale, quand on parle de l'étude du Talmud, on étudie toujours le Talmud de Babylone. Le Talmud de Jérusalem est vraiment réservé à vraiment des spécialistes. C'est-à-dire que même ceux qui étudient couramment le Talmud étudient essentiellement le Talmud de Babylone. Bien, nous aurons l'occasion de revenir bien sûr sur ces fixations halachiques. Alors là, on franchit très rapidement quelques siècles pour dire tout de même que ce Talmud a été édité à un certain moment. Il a été édité, enfin les deux Talmuds d'ailleurs ont été édités par David Bomberg, donc dans leur teneur actuelle, à Venise. C'était au XVIe siècle, en 1520. Très exactement, et en 1523. Mais d'ici là, il va se passer beaucoup de choses, et nous allons en parler. Nous allons parler des commentaires qui vont avoir lieu au Moyen-Âge. On va parler entre autres de Rashi, dont nous parlions tout à l'heure. Rashi qui d'ailleurs va être introduit dans le chasse, dans l'ensemble la pagination même, a toujours côtoyé le Talmud lui-même. Mais est-ce qu'on peut dire que Rashi, par exemple, et ensuite les Tosafistes, vous en avez parlé au cours d'une première émission, est-ce qu'on peut dire qu'ils font partie eux aussi du Talmud? Oui et non. Et ils font partie du Talmud dans ce sens qu'ils se trouvent sur la page même du Talmud, que celui qui a étudié, qu'on ne peut pas étudier le Talmud sans passer par Rashi, et que dès qu'on est arrivé à un certain niveau, on se plonge dans l'étude de Tosafot, mais toujours dans l'esprit, on doit garder en mémoire cette hiérarchie absolue qui veut que les uns sont des productions du Moyen-Âge, et que l'autre, c'est le Talmud. Or, il faut bien préciser qu'il n'existe aucun autre ouvrage rabbinique qui n'a acquis une autorité aussi incontestée et aussi unanime que n'a eu le Talmud. Bien, alors nous allons revenir là-dessus, nous allons parler de ce qui va se passer au Moyen-Âge au cours des prochaines émissions, mais c'était la toute dernière question. J'ai parlé de cette édition du Talmud au XVIe siècle parce que je voulais vous poser une toute dernière question. Que va-t-il se passer très concrètement jusqu'à cette période, jusqu'au XVIe siècle? Est-ce qu'il y aura comment ça se passe? Est-ce qu'il y a eu des scribes, des gens, des sophrim, des gens qui vont passer leur journée à rédiger le Talmud, à l'écrire à la main? Oui, il y a des copistes, on appelle ça des copistes, qui vont, et c'est incroyable quand on connaît le nombre de pages du Talmud, qui vont passer leur temps à copier d'abord donc les pages du Talmud, et puis lorsque le commentaire de Rashi sera écrit, les commentaires de Rashi qui s'y réfèrent, mais cela ne va pas sans poser des problèmes. C'est pour cela qu'il y a différentes versions, et que parfois on est obligé de corriger, de restituer le texte. On est amené à prouver que en fait la version qui nous est arrivée était une version qui était fausse. Et en tout cas dans le commentaire de Rashi, c'est très très fréquent que Rashi vous dise c'est ainsi qu'il faut lire dans le texte du Talmud. Pourquoi? Parce que Rashi avait visiblement devant lui différents textes manuscrits, et il fallait bien qu'il choisisse une version. Il disait cette version, la seule version qui est bonne, est celle que je vous donne. Bien, alors monsieur le rabbin, je vous remercie. Donc là, à partir de la semaine prochaine, nous parlerons du Moyen-Âge et nous nous déplacerons géographiquement, et nous irons d'abord essentiellement, nous irons en Afrique du Nord, mais nous irons aussi, surtout, dans un premier temps, en Occident chrétien, et puis bien entendu en France pour parler de Rashi et des Tosafistes. Monsieur le rabbin Guggenheim, je vous remercie. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. C'était Fenêtre ouverte sur le Talmud, une émission produite avec le concours de la Fondation Doron. Fenêtre ouverte sur le Talmud. Une série d'émissions proposées par le rabbin Michel Guggenheim et présentée par Olivier Gulan. Réalisation technique Richard Hanou. Une série produite avec le concours de la Fondation Doron.
Monsieur le rabbin Michel Guggenheim, bonjour. Bonjour. Alors la semaine dernière, nous poursuivons notre étude historique du Talmud, de son élaboration. La semaine dernière, nous avons évoqué les Amoraïm, nous avons parlé de l'élaboration de la Gemara jusqu'au bout. Et donc, nous arrivons maintenant au 5e, au 6e siècle après l'ère chrétienne, après le début de l'ère chrétienne. Peut-on dire à cette époque, au moment où la Gemara est achevée, que le Talmud lui-même est achevé? Contrairement à ce que beaucoup de gens croient, non. Il y a encore toute une période d'à peu près un siècle et demi, donc le 6e et jusqu'à la moitié du 7e siècle, où les rabbins, directeurs des académies talmudiques de Babylonie, donc ceux qui héritaient des Amoraïm, ont continué à mettre une dernière main au Talmud. Mais ça, nous ne le savons pas de manière explicite, c'est-à-dire que quand nous étudions le Talmud, nous ne trouvons pas une intervention de rabbins qui se déclarent en donnant leur nom et qui provient de cette époque-là. Mais par contre, vous savez que dans la Talmud, nous aurons l'occasion de le voir encore, il y a des parties où il y a un narrateur en quelque sorte qui parle, ce qu'on appelle le Mesader Hachas, c'est-à-dire le rédacteur anonyme du Talmud. Et là, il y a de nombreux passages qui ne datent pas de l'époque de Rav Ashi, mais qui sont postérieurs et qui datent de l'époque de ces rabbins qu'on appelle d'ailleurs les Saboraïm, ce qui voudrait dire peut-être les penseurs. C'est un nom qu'on a donné aux rabbins babyloniens de cette époque. Et donc ils se situent à Babylone. Ils sont comme tous à Babylone, dans les mêmes académies talmudiques dont nous avions parlé la dernière fois, Soura, Pumbedita, Nardea, Matamachassia. Et pour vous donner un exemple de leur intervention, nous avons une convention, une règle, une tradition qui est arrivée jusqu'à nous, que lorsque vous trouvez après un long débat dans le Talmud concernant un point de droit, un point de halakha, vous trouvez parfois l'expression ve'il cheta, et la halakha finale, c'est telle ou telle chose. Eh bien, nous savons que lorsqu'il y a ve'il cheta, ça n'est pas à l'époque de la Gemara que ce point a été rajouté, mais il date de l'époque des Saboraïm. Alors, ces Saboraïm, c'était des roches yeshiva. C'est ce qu'aujourd'hui, on appellerait ça des rochers yeshiva, déjà à l'époque. Donc des gens qui étaient des directeurs d'académie talmudique. Et aujourd'hui, lorsque nous voyons le Talmud, leur intervention est vraiment intimement mêlée dans le Talmud. C'est eux, en quelque sorte, qui ont mis la dernière main, qui ont clos le Talmud que nous avons aujourd'hui. Alors, ils ont clos le Talmud, mais néanmoins, ils ont également des successeurs qu'on appelle les Géonim. Voilà. Alors, à partir du 8e siècle, donc 700, 750, par là, les rabbins qui vont habiter les mêmes endroits et diriger les mêmes académies talmudiques vont changer de nom. C'est-à-dire, on a l'habitude de les appeler des Géonim. Terme aussi difficile à traduire qu'on pourrait peut-être rendre par le mot génie, et qui exprime un petit peu Est-ce qu'ils étaient vraiment plus géniaux que les autres? Ils étaient plus considérés comme plus géniaux que les rabbins qui vont suivre. Si vous voulez, c'est pour donner un peu, exprimer l'immense autorité qui a été la leur à l'époque que ce titre leur a été donné. On croit souvent qu'il n'y a qu'en Babylonie qu'il y avait des Géonim, et en fait, les dernières recherches ont montré qu'il y avait aussi des rabbins très importants qui portaient également le titre de Géonim en Israël. Et donc, si vous voulez, on avait à l'époque, pour l'ensemble de la diaspora, 2 centres spirituels qui étaient d'une part les Géonim de Babylonie et d'autre part les Géonim d'Israël. Alors que les autres communautés commençaient à avoir des juifs un peu partout maintenant dans le monde, en Afrique du Nord par exemple, en Rhénanie, eh bien ces juifs-là étaient complètement désemparés, n'avaient absolument pas de maître, de guide de communauté sur le plan spirituel, et c'est uniquement les Géonim de Babylonie et d'Israël qui les dirigeaient. On peut dire qu'Israël et Babylone se sont partagés le monde au plan spirituel. Alors donc, pour bien nous situer du point de vue historique, nous sommes donc là entre le 7e, 8e et 11e siècle à peu près, et c'est donc l'époque des Géonim et des Sheelot ou Tshuvot. Voilà, alors nous disions que les Géonim avaient à gérer, si vous voulez, l'ensemble de la vie en diaspora, et on leur doit une initiative tout à fait extraordinaire. Ils ont mis sur pied un système qu'on appelle les teshuvot, les questions et les réponses. Et ce système qui par la suite a été institutionnalisé davantage encore, qui s'est maintenu jusqu'à nos jours, a permis d'assurer un lien et d'assurer en fait la conservation, le développement de la culture juive à travers le monde entier.
Alors, on peut dire quelques mots concernant cette organisation. Ils ont mis sur pied des stations relais. Et... Attendez, cette organisation, je vous coupe, vous voulez dire qu'il y avait des organisateurs, des gens qui faisaient le lien finalement entre Israël et la Babylonie et puis les autres pays de la diaspora? Il y a eu des rabbins qui étaient effectivement chargés expressément de faire ce lien. Par exemple, il est revenu jusqu'à nous le nom de la personnalité de Rabbi Nissim de Kérouan. Et donc Kérouan est une ville en Tunisie qui aujourd'hui, par la suite est devenue interdite aux Juifs, est devenue une ville sainte et que les Tunisiens ont interdit aux Juifs, mais qui à l'époque était au contraire une des communautés juives les plus florissantes. Et donc Rabbi Nissim de Kérouan était l'interlocuteur privilégié du Gaon Rav Shrira, je crois. Et donc c'est lui qui se chargeait de faire l'aller et le retour. Si vous voulez, il y avait une première collection de questions qui était centralisé, passait par les stations relais, par exemple donc Kérouan. De Kérouan, ça arrivait en Égypte, et d'Égypte, ça revenait en Babylonie. Et ensuite, il y avait la réponse qui était élaborée et renvoyée par le même canal aux communautés qui avaient posé la question. Alors, en combien de temps ? Ça, je dois dire que je n'ai pas de certitude absolue, mais on sait que les Géonim se réunissaient 1 ou 2 fois par an. C'est ce qu'on appelait les Yachrekala, pour justement répondre aux questions qui avaient été envoyées. Et il est à noter que c'était pas donc un Gaon, un directeur, un rabbin qui donnait la réponse, c'était une réponse collégiale. On réunissait l'ensemble de la yeshiva, on posait les questions, on élaborait les réponses. Mais donc on imagine qu'il y avait au moins 6 mois entre peut-être 1 an, peut-être plus, entre le moment où la question avait été élaborée, classée, collectée, et ensuite celui où la réponse arrivait. Alors les questions portaient sur toutes sortes de sujets. Elles portaient avant tout sur des problèmes de halakha, sur des problèmes pratiques. Que faut-il faire dans telle situation? Qu'est-ce qu'on doit dire? Quelle prière on doit réciter ainsi? Est-ce que le Shabbat on a le droit de faire telle ou telle chose? Ce qui aujourd'hui encore est l'objet exclusif des She'elot ou Tshuvot. Par contre, à l'époque, ça ne se bornait pas au point de vue strictement légal. Il y avait quantité de questions de tous ordres, historiques par exemple. J'avais déjà cité la fameuse épître de Rav Shrira concernant l'histoire de la Torah Shebalpé, qui racontait ce que nous sommes en train de faire. Mais il y avait aussi, ça c'est à noter, ça reste plus près de notre thème, le Talmud. Le Talmud commençait à être connu dans les différentes communautés de diaspora, mais sans commentaire, était arrivé pratiquement sans aucun commentaire. Et donc il s'avère que très souvent, les étudiants étaient confrontés à des problèmes très difficiles, ils ne comprenaient pas. Et donc les She'elot consistaient simplement en disant telle page, quelle est la signification de tel texte, de telle page. Et est-ce que les Tshuvot, donc ce que l'on appellerait aujourd'hui en bon français les responsa peut-être? Oui, c'est du bon latin. C'est du bon latin. Est-ce que c'est donc ces Tshuvot, ces réponses faisaient déjà autorité, font aujourd'hui encore autorité? Elle faisait à l'époque plus autorité qu'elles ne font aujourd'hui. En ce sens que c'était vraiment le moment, c'était vraiment le texte du Gaon était le texte qui avait une autorité absolue qu'on n'osait absolument pas remettre en question. Et d'ailleurs, il faut dire que leur lecture était faite dans un cérémonial tout à fait extraordinaire. Et on a même composé des livres. Alors, par la suite, les Géonim eux-mêmes ont déjà, pour montrer leur importance, composé des livres, des compilations, compilations des Tshuvat HaGeonim. Et on dit même qu'il y a parfois certains qui étudiaient maintenant ces ouvrages de She'elot ou Tshuvot de manière aussi importante qu'ils étudiaient le Talmud. Alors nous allons y revenir après une pause musicale. Mikoyre yoyne goyne Shabbos Yismechu b'malechuseko Shoyne Shabbos Mikoyre yoyne goyne Shabbos 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 Shabbos
Alors, monsieur le rabbin Guggenheim, vous nous disiez avant la pause musicale que ces tchouvot, ces réponses des Géonim, des grands rabbins qui siégeaient à Babylone et en Israël, étaient à ce point respectées qu'elles donnaient lieu à de véritables cérémonies. Absolument. Et d'après les documents que nous possédons, il s'avère que les Sheilot ou Tchouvot étaient lus à la synagogue. Et non seulement cela, mais il fallait que les fidèles soient debout et recueillis pendant tout le temps de la lecture de ces responsables. Ce qui nous montre la vénération, la relation vraiment de respect, de vénération que les Juifs de diaspora entretenaient vis-à-vis de ces textes qui étaient vraiment l'autorité souveraine. Donc des textes qui ont été également consignés dans des livres. Oui. Encore qu'il faut préciser que, d'après l'estimation des savants, des dizaines de milliers de responsables avaient été rédigés. C'est tout à fait extraordinaire. Et il ne nous reste que quelques milliers de l'ensemble de cette œuvre. Et notamment, vous savez que la Geniza du Caire, qui a été faite par notamment le professeur Schechter, a permis de découvrir de nombreuses copies de responsables. Et alors, rappelez en quelques mots ce qu'est une Geniza. Bon, une Geniza, c'est que dans la plupart des synagogues, et plus encore dans le temps qu'aujourd'hui, il y avait un endroit qui était réservé pour mettre tous les vieux livres. Parce que, comme vous le savez, tous les livres sont saints à partir du moment où ils portent le nom de Dieu. Et où on ne peut pas les jeter. On ne peut pas les jeter n'importe comment. Et puis, donc, on peut les enterrer éventuellement. Mais le mieux encore, c'est de les mettre dans une chambre, quand on a de la place. Voilà. Et donc, dans cette fameuse Gniza du Caire, bon, c'est une parenthèse, dans cette fameuse Gniza du Caire, on a récupéré, on a retrouvé des documents d'une valeur extraordinaire et inestimable. Et des textes qui avaient disparu pendant des siècles et des siècles ont pu ainsi maintenant être étudiés. Alors vous nous disiez que ces livres étaient étudiés à cette époque peut-être plus que le Talmud lui-même. Il y a eu un moment, effectivement, c'est noté, où il a fallu même que les Géonim s'insurgent contre ce mouvement qui finissait par donner plus d'ampleur au texte des Géonim qu'au Talmud. Mais finalement, monsieur le rabbin, c'est encore une parenthèse, mais une parenthèse, je pense, importante. Finalement, pourquoi ces textes, ces commentaires sont-ils moins importants que le Talmud, puisque le Talmud lui-même n'est qu'une suite de commentaires et de commentaires de commentaires. Oui, ce point-là est fondamental. D'abord, il faut savoir que le Talmud a acquis une autorité dans le monde juif qu'aucun autre ouvrage n'a acquis par la suite. Et ceci est codifié par Maïmonide, rapporté par de nombreux auteurs. Quand aujourd'hui un auteur veut se référer, veut faire une citation pour exprimer ce que dit le judaïsme, s'il apporte une citation du Talmud, il n'a plus besoin de vérifier l'authenticité de ce texte. C'est le texte tel qu'il est exprimé dans le Talmud, c'est le point de vue officiel du judaïsme.
C'est un premier point. Aucun autre ouvrage après n'aura ce poids-là, cette autorité souveraine. Mais pour élargir davantage encore votre question, nous avons déjà vu qu'il y avait une distinction entre Tanaïm et Amoraïm. Maintenant, nous voyons que les rabbins des siècles suivants ont été appelés Saboraïm, puis Geonim. Nous verrons après qu'on appellera les rabbins du Moyen-Âge, de la fin du Moyen-Âge, les Rishonim, et ceux de la période d'après, les Acharonim, c'est-à-dire que les Rishonim sont les premiers, Acharonim sont les derniers. Ces distinctions-là ne sont pas formelles. Et puis après, il y aura les rabbins chassidiques, et puis... Les chassidiques, s'apparenteront tous aux Acharonim. Nous sommes encore des Acharonim. Tous les rabbins qui... Les rabbins du consistoire sont des... Tout au moins les rabbins qui contribuent à la production littéraire rabbinique, si vous voulez, ont droit, peuvent prétendre au titre de Acharonim. Alors cette distinction, les derniers, donc on est toujours les derniers, et donc cette distinction-là exprime en fait une sensation qui a été le fait des rabbins eux-mêmes, comme quoi entre ces différentes périodes il y a eu une chute, un déclin de spiritualité. Tout à fait étonnant. Et un Amora de lui-même comprend qu'il ne peut pas prendre le contre-pied de ce que dira un Tana, à moins qu'il ait un autre Tana auquel se référer. Mais en même temps, et paradoxalement, l'Amora ou le Gaon en sait plus que le Tana. Oui, il y a... Pour compléter cela, on n'est pas découragé, parce que là, ce qu'on est en train de dire, c'est un peu triste finalement, que au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la source du Sinaï, du moment zéro qui était de la révélation, on en sait moins, on est moins calé. Donc on pourrait pencher ici vers le pessimisme, il n'en est rien, car il y a en contrepoids un principe qui est halakha kebatra. La halakha est comme le dernier avis, comme l'avis qui a été émis en dernier. Alors cela paraît paradoxal, mais en fait, il n'en est rien. C'est une image qui a été très souvent reprise par les rabbins et qui est que nous sommes aujourd'hui comme des nains sur l'épaule du géant. Le géant est beaucoup plus grand que le nain, bien sûr, par définition, mais comme le nain est juché sur l'épaule du géant, finalement, il verra un petit peu plus loin que le géant. Donc c'est l'idée aussi. Il est vrai que nous sommes infiniment, nous ne sommes rien. Si le texte dit si les anciens étaient des hommes, alors nous sommes des ânes simplement, ou alors c'est eux qui sont des anges. Mais donc il est certain qu'au niveau de leur autorité, de leur science, de leur piété, nous ne pouvons pas nous comparer à eux, mais par contre nous avons tout l'acquis de leurs élaborations, tout l'acquis de leurs réflexions. Nous avons une vue d'ensemble et notre propre contribution, ce qui fait que finalement la Torah Sheba'al Peh, la loi orale, peut toujours progresser, peut toujours aller de l'avant. Alors monsieur le rabbin, pour reprendre le cours de notre histoire, on peut dire qu'à cette époque, jusqu'au XIe siècle, les communautés de la diaspora, qui sont situées principalement dans le sud de l'Europe et autour de la Rhénanie. C'est-à-dire il y avait d'une part la Rhénanie et d'autre part effectivement le bassin méditerranéen. C'est on peut dire que ces communautés sont donc très largement inféodées aux Géonim. Oui, elles n'avaient aucune autonomie sur le plan spirituel. Mais on peut dire aussi, il faut présenter les choses comme ça, c'est que s'il n'y avait pas eu cette action, cette initiative extraordinaire de la part des Géonim, eh bien, l'exil aurait pu peut-être entraîner le fiasco le plus dramatique de l'histoire juive. Car c'est cette action des Géonim qui a permis à la culture juive de se conserver, de se développer et de donner finalement une autonomie à ces communautés qui fera que lorsque les Géonim commenceront à péricliter, elles auront déjà de quoi elles-mêmes se nourrir et de quoi grandir. Ces communautés vont donc s'émanciper et ce sera le thème de notre prochaine émission. Monsieur le rabbin à Guggenheim, merci. C'était Fenêtre ouverte sur le Talmud, une émission produite avec le concours de la Fondation Doron.